À tous, c'est Alessia Vidal. Donc je suis chanteuse et chercheur en psychologie et pédagogie de la musique, clavier maître des conférences en sciences de l'éducation et en musicologie à l'université de la Sorbonne. Voilà. Donc aujourd'hui je souhaiterais aborder un sujet extrêmement important dans la routine des chanteurs. Que ce soit des chanteurs amateurs ou professionnels. Il s'agit de l'immense importance d'arriver avec un processus graduel à pouvoir échauffer sa propre voix. C'est très important de ne pas attaquer l'étude du chant à froid. L'étude du chant, bien évidemment, c'est un très long chemin. Personnel, c'est étroitement relié au développement personnel, ça c'est indéniable évidemment, puisque la voix, comme je l'explique dans mon paradigme que vous pouvez trouver au sein de mes publications, la voix se situe au carrefour entre le préverbal, le verbal, les corps et l'inconscient. Donc il est évident que étudier sa propre voix ne peut qu'avoir un impact important, se relier à ces quatre dimensions, donc la dimension du corps, à travers ses mémoires, les mémoires propres au corps, les mémoires corporelles, les différentes mémoires corporelles, il n'y a pas qu'une seule mémoire du corps, les synthèses entre les différentes mémoires, la réhabilitation des schémas corporaux, aussi la réparation de l'image du corps éventuellement, et puis le chant se relie bien évidemment aussi au préverbal, étant donné qu'on peut chanter bien évidemment sans les paroles. Même des tout petits bébés dépourvus encore de l'usage de la parole en raison de leur bas âge peuvent bien évidemment chanter, et à témoignage du pouvoir du chant dépourvu de la parole, le pouvoir immense du chant qui peut s'en passer des mots, on a des immenses compositeurs qui ont écrit des sublimes pages de musique inspirées par la beauté de la voix humaine. Donc par exemple, oui, vocalise de Rachmaninoff. Et il y en a bien d'autres, évidemment. Après, la voix peut aussi emprunter au répertoire instrumental des passages, des morceaux, et s'en approprier. Quand je pense à Mission de Ennio Morricone, il est vrai qu'elle a été écrite pour orchestre, et notamment pour les solos de hautbois, mais néanmoins, la voix peut, bien évidemment, une voix bien entraînée avec une technique solide, peut s'en approprier, et c'est absolument ravissant, le résultat final. Bon, après, pour retourner au paradigme, donc, oui, l'émotion est présente au stade préverbal. La voix, quelque part, peut communiquer des émotions fortes et variées, même lorsqu'elle est dépourvue de la parole. Donc ça, je tiens bien à le souligner, parce que tous les échanges mère-bébé sont finalement basés là-dessus. La maman adopte un langage, adopte le baby talk pour pouvoir se mettre au niveau du petit bébé, et puis le bébé, à travers ses courbes sonores, sa prosodie, etc., instaure un dialogue sonore avec sa maman. Et petit à petit, bon, je fais une synthèse extrêmement succincte, veuillez m'en excuser, mais j'essaie de simplifier au maximum pour souligner ici la grande importance de l'expression préverbale dans la voix. Et d'ailleurs, je vous conseille, pendant vos séances d'échauffement vocal, d'ajouter de temps en temps des dynamiques d'improvisation sans les paroles. C'est-à-dire, la voix, lorsqu'elle est dépourvue de la parole, elle a un pouvoir immense. Elle puise dans les émotions à la source. Je dirais qu'il y a
une force incroyable que nous devons redécouvrir, parce que parfois nous nous cachons derrière les paroles, à quelque part. Et donc c'est intéressant, je trouve, pour un chanteur, pour un apprenti chanteur, d'introduire les dynamiques d'improvisation dans ces séquences d'échauffement de la voix. Ça peut être extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, la voix s'échauffe bien plus rapidement lorsqu'on introduit des émotions. Émotion vient étymologiquement parlant de emos. Emos, c'est le son. Donc dès que on s'approprie davantage de notre corps et qu'il y a une conjonction plus forte entre le corps, l'émotion et la voix répond immédiatement mieux et plus rapidement. Voilà, une fois que nous avons abordé très rapidement et de façon non exhaustive, veuillez m'excuser, l'aspect non verbal, préverbal, pardon, de mon paradigme finalement, on va passer au verbal. Je remarque lors de mon enseignement auprès de mes élèves, etc., lorsque j'enseigne le chant, je remarque que les élèves font souvent l'erreur d'apprendre une mélodie. Une fois que la mélodie a été incorporée, a été mémorisée, ils collent un peu dessus, comme des post-it, les langages, les paroles, les différentes paroles. Ça, c'est pas la meilleure façon de procéder. Je le dis toujours à mes élèves aussi, il faut intégrer les textes que nous sommes amenés à chanter, nous devons les défendre. Nous devons les diffuser et nous ne savons pas les publics par quoi sera-t-il chanté, touché lors du concert. Ça reste un mystère. Néanmoins, revient au chanteur d'être comme un catalyseur d'émotions et comme une étoile qui propage de la lumière. Donc il est vrai que le texte doit toucher au plus profond de l'âme du chanteur. Le chanteur doit non seulement l'apprendre comme un perroquet, on n'est pas à ce stade-là, mais on va dire que le texte devrait pouvoir remettre en question le chanteur. Parce que il est vrai qu'on interroge un texte, on va rechercher l'étymologie de chaque mot, même si on chante dans sa propre langue maternelle. Dans tous les cas, il y a un travail très profond à effectuer sur le texte. Car je pars du principe que si le compositeur a décidé de choisir ce texte pour le mettre en musique, c'est qu'à son tour, il a dû être extrêmement touché par, je dirais, la tridimensionnalité de ce texte. À notre tour, nous avons le devoir éthique de creuser ce texte, de le voir, de l'étudier de façon transversale. Parce que vous savez, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs couches de signification dans un seul texte. Évidemment, nous sommes attirés par des textes extrêmement élevés, rédigés par des plumes habiles. Donc il y a tellement de richesses dans un seul texte. Là, ça me revient à l'esprit mon professeur Umberto Eco à l'Université de Bologne, lorsque j'ai étudié lors de mon master 2 là-bas. Je me souviens que le professeur Umberto Eco, il faisait analyser quelques lignes, quelques passages d'un texte, et il employait une année universitaire, donc de septembre à juin. Et parce qu'il analysait dans toutes les sauces. Et c'était tellement enrichissant. Alors je me permets de vous conseiller d'en faire autant que possible, d'interroger les textes et n'attendez pas la dernière minute. Interrogez dès que vous recevez une partition, plongez-vous immédiatement dans les textes. Je vous conseille tout d'abord de le transcrire manuellement. Ne le tapez pas à l'ordinateur. Utilisez les mémoires sensorielles. Prenez un stylo, votre cahier et commencez à transcrire ce texte, peu importe en quelle langue il est rédigé.
peu importe s'il est de votre langue maternelle ou pas. Parce qu'il y a un autre piège, je m'aperçois dans mes élèves, lorsque je confie par exemple un air dans la langue maternelle de l'élève prend ça à la légère et dit « Ah oui, mais ça je l'ai entendu tellement des fois, ah oui, je l'ai un peu dans l'oreille. » Et puis je dis « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est un piège. » Parce qu'on croit connaître, on croit, mais en réalité, ce sont des a priori que vous avez. Il faudra les démonter.